Bonjour à tous, bienvenue sur Zebra TV, une chaîne consacrée à la data science. Je suis Grégory, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le développement d'applications qui s'articulent autour de la data science, dans le domaine du traitement du langage, du computer vision, de l'IoT ou même de la finance. Créer cette chaîne, tout simplement pour moi, c'est une façon de m'exprimer sur le sujet, qui est en même temps une passion. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de compétences en data science, n'hésitez pas, vous trouverez mon lien vers mon profil LinkedIn dans la description de la vidéo. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous proposer de rentrer dans le détail et de comprendre un des composants fondamentaux du deep learning qui s'appelle la convolution. La convolution a été inventée il y a plus d'une trentaine d'années par Yann Lequin, qui est un Français. Finalement, ce composant a trouvé ses applications il y a une dizaine d'années, tout simplement grâce à la démocratisation de la puissance de calcul qui est apportée par les cartes graphiques. Alors dans les premiers épisodes, j'ai utilisé les bases du deep learning pour illustrer ce que peut être une approche data. Le deep learning qu'on peut appeler aussi apprentissage profond, mais qu'on peut aussi appeler réseau de neurones. Donc j'aime moins cette dénomination puisqu'elle évoque l'IA. Et comme je l'ai évoqué, ce sont des termes qui peuvent également entraver la bonne collaboration entre les experts et les data scientists. Donc je préfère parler de deep learning ou d'apprentissage profond. Alors personnellement, j'ai une attirance pour le deep learning parce que finalement, avec les mêmes bases, on peut adresser des problèmes totalement différents, aussi bien structurés que non structurés. Je reviendrai sur la définition de structuré et non structuré. Mais également des problèmes qui peuvent être relativement simples jusqu'à ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme étant l'état de l'art dans certaines disciplines assez différentes finalement, comme le traitement naturel du langage, la sémantique ou le computer vision. Donc on va commencer par mettre en évidence les défauts et les limitations des systèmes linéaires denses tels que je les ai utilisés dans les premiers épisodes. Et finalement, comment ils peuvent être limités lorsqu'on élève la dimension du vecteur d'entrée et d'une certaine façon lorsqu'on augmente la combinatoire des données qu'on présente en entrée. Donc ici, on va représenter un système linéaire, un exemple de système linéaire tel qu'on l'utilisait dans les premières vidéos. On va regarder en détail ce qui peut se passer sur des dimensions assez faibles, par exemple 5 dimensions avec un pattern un peu binaire. Voilà, par exemple une séquence de 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Donc imaginons qu'on ait cet exemple dans notre dataset et qu'on souhaite classifier quelque part ce pattern dans une dimension assez raisonnable. Donc on peut observer ce qui va se passer sur la première colonne de notre matrice. Donc on peut aussi représenter B, qui est notre biais. Voilà la sortie, donc on va avoir la sortie de notre premier système linéaire. Voilà, donc on peut imaginer qu'à la suite d'une descente de gradient, on a entraîné A et B, et que X, enfin ce type de pattern, cet exemple est dans notre dataset, on souhaite le classifier. Donc lorsqu'on veut calculer finalement la sortie ici, donc ce terme-là est égal à A0 de I, donc la première colonne. I représentant finalement l'index lorsqu'on évolue comme ça. Donc plus multiplié par xi, la valeur de mon vecteur, plus b0, le biais, donc la valeur la première valeur de mon vecteur b. Donc imaginons qu'à la suite de la descente de gradient, on trouve les coefficients dans la matrice A, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Donc ça veut dire que ce terme-là est 5. 1 multiplié par 1 est égal à 1, donc
on l'ajoute dans la somme, moins 1 multiplié par moins 1 fait 1, etc. Donc on a bien 5. Et donc, pour activer finalement une sortie, une feature, pour classifier quelque chose, imaginons que la descente de gradient nous ait trouvé un biais de moins 4, ce qui fait que ici j'obtiens 5, hein, donc ça représente ce terme, et moins 4, ce qui fait qu'en sortie, j'allume une feature que je peux passer via une fonction d'activation comme relu. Relu qui annule les valeurs négatives et qui présente une fonction unitaire pour les valeurs positives. Donc ça veut dire qu'en sortie de relu, j'allume bien une feature. Donc cette feature est une réduction de la dimension quelque part, c'est-à-dire qu'on a détecté ce pattern dans notre vecteur X et on allume une feature. On peut prendre un autre pattern finalement si on rend cette valeur positive, mais on aura plus 5 dans la somme, mais on va avoir 4. Donc on a bien 4 ici, moins 4, ce qui fait qu'on va éteindre cette feature. On éteint cette feature. Donc on voit que si on étend la dimension, par exemple à 512 dimensions, on va devoir donc étendre, augmenter la taille de A, mais on peut se rendre compte également que on va avoir une combinatoire possible de plus en plus importante dans ce vecteur à de grande dimension. Et ce qui va nous demander, à chaque fois qu'on souhaitera reconnaître un pattern particulier à 512 dimensions, ce qui nous demandera une nouvelle version d'une colonne pour reconnaître un pattern particulier. Donc c'est là où on peut trouver des limites assez importantes dans les systèmes linéaires denses, c'est-à-dire que si on élève trop la dimension, voilà, on va être obligé de créer une nouvelle colonne pour gérer chaque nouveau pattern de ce type-là. Et dès qu'on augmente au niveau de la combinatoire, ça devient, voilà, on touche les limites du système linéaire dense. Voilà, donc je vais vous proposer un exemple de code pour illustrer la limitation d'un système linéaire dense. Donc je vais créer un dataset composé de 10 000 exemples, avec une dimension d'entrée de 512 au niveau de notre vecteur X. Donc je vais créer un dataset spécifique avec une combinatoire élevée. Donc le plus simple pour illustrer le dataset, c'est d'afficher quelques exemples du dataset. Donc l'idée, c'est de créer un train d'impulsion. Donc le train d'impulsion est composé de 11 slots. Chaque slot contient deux patterns possibles. Le premier pattern, c'est un créneau, un double créneau finalement. Et le deuxième pattern, c'est un créneau simple. Donc on enchaîne aléatoirement des créneaux doubles, des créneaux simples. Et pour superviser le dataset, finalement, on compte le nombre de créneaux doubles et créneaux simples. Si le nombre de créneaux doubles est supérieur au nombre de créneaux simples dans l'intégralité du train d'impulsion, on va lui attribuer une classe, et inversement, si le nombre de créneaux simples est supérieur au nombre de créneaux doubles, on va lui attribuer la deuxième classe. Donc l'idée, c'est que comme on crée 11 slots au niveau de ce train d'impulsion, on a deux patterns possibles. Donc la combinatoire, elle est de 2 puissance 11, c'est-à-dire 2048. On s'assure tout de même que la taille de notre dataset d'exemple, donc de notre dataset, est supérieure à 2048. Ensuite, donc on a bien un dataset d'apprentissage et un dataset de test. Donc bien sûr, on va donner les mesures de précision sur le dataset de test. Également, lorsqu'on va déclarer notre modèle, donc ici j'ai créé un modèle spécifique pour ce problème que j'ai appelé MLP. MLP dans le jargon
de type réseau de neurones, ça veut dire multilayer perceptron. Multilayer pour layer signifiant un système linéaire enchaîné avec une fonction non linéaire. Donc ici, je suis composé de deux systèmes linéaires et j'ai bien pris donc une taille d'entrée de 512 et une capacité de 256. Donc 256, c'est quelque chose qui est à confronter avec notre combinatoire. Bien sûr, c'est inférieur à notre combinatoire de 2048. Voilà, donc j'enchaîne bien mon premier système linéaire lors de l'inférence avec une fonction ReLU non linéaire, suivie du deuxième système linéaire pour réaliser la classification finale. Donc toujours ma fonction d'erreur, mon optimizer pour organiser la descente de gradient. Voilà, donc je vais appeler cette cellule. Et donc là, je vais réaliser un apprentissage voilà, le code ne change pas par rapport aux expériences des épisodes précédents. Je vais simplement réaliser un nombre d'époques assez important pour bien vérifier que la saturation, finalement, au niveau des capacités des capacités de modélisation. Donc on observe qu'on sature aux alentours de 94% de précision de classification malgré un nombre d'époques élevé. Donc voilà, à travers cette expérience, on a pu montrer qu'en élevant la dimension et en créant un dataset présentant une combinatoire assez élevée de l'ordre de 2048 exemples différents, en se limitant à un système linéaire de 256 colonnes, on a pu montrer une certaine limite dans la capacité de classification de notre exemple. Donc maintenant, on va voir avec la convolution comment on va pouvoir factoriser ce problème. Donc on repart du même vecteur de dimension modeste, c'est-à-dire un vecteur possédant 5 dimensions. Toujours avec notre exemple de pattern 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Plutôt que de le multiplier à une matrice dense, où finalement on cherche à associer l'intégralité de ce vecteur à une colonne, on va raisonner avec des filtres. Donc je vais identifier ici avec la lettre K pour éviter la confusion avec les fonctions. Donc K comme kernel. Donc ici on réalise l'apprentissage d'un filtre qui a une taille plus petite que notre vecteur X. Donc ici j'ai pris une taille de 3, mais on peut, dans des dimensions plus élevées, on peut utiliser des tailles donc, qui restent réduites, mais de l'ordre de 7, enfin 5 ou 7. Voilà, donc imaginons qu'à la suite d'une descente de gradient, on possède cet exemple dans notre dataset qu'on cherche à classifier. Donc on réalise donc une descente de gradient en entraînant ce type de filtre. Donc imaginons que le contenu de ce filtre soit 1, moins 1, 1, et que voilà, la sortie qu'on va calculer se trouve ici, donc je la représente ici. Donc finalement, on applique ce filtre sur cette partie du vecteur. Donc voilà, si on réalise le produit scalaire entre ce filtre et cette partie du vecteur, on va calculer 3. Si on déplace maintenant ce filtre en faisant ce qu'on appelle une convolution, et finalement on va inscrire ici en face moins 3, puisqu'on n'a pas le même pattern. Et enfin, lorsqu'on décale une nouvelle fois le filtre jusqu'aux limites du vecteur, on l'applique maintenant sur cette partie. Donc toujours en gardant les mêmes valeurs de filtre, on va calculer 3. Donc ensuite, imaginons qu'on ajoute un biais et qu'on passe ce résultat à une fonction d'activation ReLU, par exemple. On pourrait obtenir ce type de vecteur, c'est-à-dire finalement un vecteur qui représente notre motif, K1,
et le fait qu'on retrouve ce motif à deux endroits dans notre vecteur. Donc maintenant, imaginons qu'on ait entraîné un deuxième filtre, donc je redessine ici le contenu de mon vecteur de dimension modeste, toujours avec cette séquence. Donc imaginons maintenant que je cherche à reconnaître un motif différent, justement le motif qui serait inverse à celui-là, c'est-à-dire -1, 1, -1. De la même manière, on va calculer notre sortie. Donc bien sûr, on va calculer ici -3, etc. Quand je vais déplacer mon filtre, ici je vais avoir 3, toujours le même filtre. Voilà, ici je vais avoir -3. Donc si j'ajoute un biais qui a été calculé via une descente de gradient, la fonction d'activation, et finalement, j'associe ce vecteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trouve un motif K1 à 2 reprises avec d'une certaine manière une position dans le vecteur X, et je trouve un motif K2 toujours dans le même vecteur, représenté ici, au centre de cette sortie. Ce qui veut dire que en fait, je suis capable de factoriser des motifs de petite dimension, et ensuite je peux enchaîner toujours sur des convolutions sur une couche supérieure, et ce qui va me permettre d'entraîner à nouveau des motifs quelque part en réduisant encore la dimension dans l'espace vectoriel, symboliser des motifs en utilisant des sous-motifs, etc., etc. Ce qui fait qu'en computer vision, si on applique ça, alors il ne faut pas confondre, quand on parle de 1D ou 2D, lorsqu'on parle de 2D en computer vision, ça veut dire que on applique la convolution sur 2 axes, finalement. Ici, je vous ai présenté la convolution, la conv 1D. Donc on peut l'appliquer sur une image en 2D. C'est-à-dire que les filtres, à ce moment-là, c'est par exemple un filtre de 3 par 3 qu'on va balader sur notre image. Donc, en utilisant le même principe, finalement, dans une image, on va pouvoir commencer à identifier des motifs de toute petite taille, et en enchaînant les couches de convolution, finalement, on va être capable de construire à la fin un vecteur qui représente ce qu'on appelle des embeddings, qui sont des features de haut niveau, quelque part. Donc c'est vraiment, au départ, une image d'une dimension très élevée, par exemple 512 par 512. Et lorsqu'on applique cette convolution couche après couche, finalement, on finit avec un vecteur, par exemple, de 128 dimensions, donc ce qui est quelque part une réduction de la dimension, mais chaque valeur dans ce vecteur, tel qu'on a pu le montrer ici, représente une feature. Par exemple, dans une image, si on souhaitait classifier des véhicules, par exemple, les différentes features allumées dans cet embeddings, ce qu'on appelle cet embeddings, représente quelque part, peut représenter un rétroviseur, une roue, un pare-brise, et ce qui fait que ensuite on peut réaliser une classification finale et faire la différence entre des objets comme des voitures, des animaux, des humains, etc. En utilisant ce vecteur d'embeddings. Donc c'est un moyen de réduire, de factoriser, de réduire la dimension en utilisant finalement assez peu de paramètres par rapport aux fonctions linéaires denses. Voilà, donc je vous propose de reprendre notre exemple et d'appliquer la convolution justement sur notre dataset comportant une combinatoire relativement élevée, de l'ordre de 2048.
Donc je réaffiche 10 exemples de notre dataset représentant des trains d'impulsion. Voilà, donc j'ai écrit un modèle justement utilisant de la convolution. Donc bien sûr j'utilise de la convolution à une dimension, donc sur un seul axe. Ici je définis les canaux d'entrée et de sortie. Donc pourquoi on a des canaux d'entrée? Simplement parce que finalement on peut enchaîner depuis une couche de convolution avec des motifs plus petits. Donc finalement ces canaux d'entrée sont les filtres, le nombre de filtres finalement dont on possède en entrée et le nombre de filtres qu'on souhaite créer en sortie. Ici, il s'agit de la taille des filtres, donc j'ai pris une taille de 5, sachant que notre vecteur est à 512 dimensions, enfin d'une taille de 512. Alors il ne faut pas, comme je le disais, il ne faut pas confondre les dimensions de la convolution. Donc quand on dit convolution sur un axe, il s'agit à une dimension, il s'agit de l'appliquer sur un axe. À 2D, on l'applique sur deux axes. Donc le stride, c'est le pas finalement lorsqu'on va appliquer notre convolution, notre filtre de convolution. Et le padding, en quelque sorte, c'est... donc si je reprends mon exemple de 5, donc mon vecteur a 5 dimensions, finalement je vais appliquer un vecteur un filtre à 5 dimensions. Donc je vais faire du padding, je vais ajouter des zéros. Et ici, je vais appliquer mon filtre à 5 dimensions. Donc ce qui va me permettre quelque part d'avoir... donc je vais décaler mon filtre sur ces 5 positions. Donc le padding, c'est ça. Ce qui me permet d'avoir en sortie, une fois que j'ai laissé glisser mon filtre sur 5 positions, d'avoir également une sortie en 5 dimensions. Voilà, donc j'enchaîne avec la fonction ReLU et il y a une fonction maxPool. Donc qu'est-ce que l'idée de maxPool dans la convolution? Donc, la convolution s'applique à des problèmes qui sont non structurés. Un problème non structuré, c'est par exemple de l'audio, donc sur un axe à une dimension. Ici, je vais représenter un motif très simple audio. Imaginons que dans notre vecteur X, voilà, je vais représenter très vulgairement notre motif audio par la séquence 1, 0, moins 1. Donc, j'applique mon filtre qui justement a pour objectif d'identifier ce motif dans le problème non structuré. L'idée, c'est que le motif va produire son maximum quelque part. Donc on identifie assez précisément la position du motif, mais l'idée, c'est que les détections voisines de ce motif n'ont pas réellement de sens physique. Voilà, donc le motif ne peut pas se répéter immédiatement sur les convolutions voisines. Donc l'idée de maxPool, c'est quelque part de regrouper par lot de 2 les sorties du filtre et de prendre le maximum. Donc ce qui veut dire que là, si on travaille dans une dimension élevée de 512 par x, enfin de 512 dimensions pour x, la sortie, si on applique le padding, va être de 512. On en profite, on utilise cette propriété, le fait qu'on travaille sur un problème non structuré, et on peut appliquer maxPool pour justement réduire la dimension, regrouper par lot de 2 les features et garder simplement le max. Donc finalement sur ce vecteur réduit, on trouvera toujours
la position à laquelle notre filtre K1 a produit son maximum. Alors ce maximum peut se répéter plus tard dans le signal audio. Mais voilà, donc l'idée c'est de simplifier les maximums produits par le filtre. On considère que les convolutions voisines n'ont pas réellement de sens physique. Donc on en profite pour réduire la dimension avant de passer à la couche suivante. Donc on voit qu'on enchaîne sur une deuxième couche de convolution. Donc à noter qu'on utilise une taille de filtre de 5. On enchaîne sur une nouvelle taille de filtre de 5, ce qui veut dire qu'on va créer des motifs en utilisant des sous-motifs. Et l'ordre de grandeur du motif final, finalement, ça va être 5 x 5, donc 25, ce qui est à peu près l'ordre de grandeur de nos créneaux dans notre train d'impulsion. Voilà, donc ensuite, je crée un système linéaire final pour réaliser la décision finale, avec deux classes de sortie, comme le premier modèle. Et par contre, je vais réaliser, donc pour calculer la taille de cette fonction linéaire, puisqu'il y a une propriété dont je n'ai pas parlé, c'est que j'utilise des objets PyTorch conv 1D, et l'idée c'est que dans cet objet, on n'a pas à passer la taille finalement, tout se fait automatiquement, c'est-à-dire on passe une taille de vecteur ou une taille d'image, et finalement peu importe la taille, on applique les filtres, et en fonction de la taille d'entrée, finalement, logiquement, en fonction des spécifications de notre couche de convolution, on retrouve obligatoirement une certaine taille de sortie. Donc là, lorsqu'on veut définir notre système linéaire final, on est obligé quelque part de créer un système linéaire en dur, ce qui n'est pas le cas pour les couches de convolution. Mais du coup, c'est assez simple à calculer, puisqu'on part... ici, on définit 16 filtres au total, ce qui est assez énorme par rapport à notre problème, mais voilà, on a 16 filtres, et pour calculer 128, tout simplement, on prend 512. En sortie de convolution, on a toujours 512 parce qu'on a utilisé un padding de 2. Mais avec le max pool, on divise par 2. Donc on enchaîne sur un système, le deuxième système de convolution qui prend en entrée 256. Et une nouvelle fois, on applique un padding de 2 et un max pool. Donc on divise une nouvelle fois 256 par 2, ce qui fait 128. Donc on multiplie, on a 128 vecteurs qui représentent nos features, multipliés par 16, puisqu'on entraîne 16 filtres au total différents. Donc pour terminer, lorsque je réalise l'inférence du modèle complet, on voit que j'appelle donc le premier système à convolution. Donc ce que j'ai pas expliqué, c'est que cet objet conv v1 est en fait un objet séquentiel qui permet de regrouper plusieurs opérations. Donc la convolution de base en entrée, ReLU et maxPool. Donc voilà, je crée deux objets de ce type-là avec des spécifications légèrement différentes. Donc je les enchaîne ici lorsqu'on réalise l'appel du modèle. Et ensuite, comme je possède, j'obtiens en sortie un tableau, en sortie de ma deuxième convolution, j'obtiens un tableau sur deux axes. J'ai finalement 16 embeddings de 128. J'utilise cette opération en quelque sorte pour les remettre à plat avant d'enchaîner sur mon système linéaire final. Donc je vais construire mon objet, mon modèle à convolution 1D et réaliser l'apprentissage. Là on voit que directement on trouve la solution du problème. On monte même à 100% de précision au niveau de la classification des deux types de trains d'impulsion. Donc je rappelle que le dataset supervisé identifie sur une classe les trains d'impulsion qui comportent plus de doubles créneaux que de simples créneaux, et inversement.
Donc ce qu'on réalise ici, c'est qu'on crée une factorisation en utilisant des motifs de petite dimension. Finalement, on compte sur un vecteur d'embeddings supérieur, finalement le nombre de motifs représentés par des créneaux doubles, et le nombre de motifs représentés par des créneaux simples. Et c'est ce qui permet de généraliser directement le problème et de le résoudre à 100%. Donc maintenant, je vous propose de revoir les specs de nos couches de convolution. Donc j'ai limité l'apprentissage à 4 filtres. Ensuite, sur la deuxième couche, je garde également 4 filtres. Donc des filtres composés de sous-motifs finalement. Bien sûr, je mets à jour ma couche linéaire de classification finale. Voilà, donc j'appelle ce nouveau modèle. Donc j'ai réduit le nombre d'époques. Donc là, on voit qu'on converge toujours assez rapidement. Voilà, donc on converge quasiment jusqu'à 100%, ou très proche. Et maintenant, on peut regarder, donc on peut inspecter finalement les paramètres qu'on a entraînés. Donc on voit sur le premier système de convolution que le nombre de paramètres est très réduit. Il s'agit de 4 filtres, possédant 5 valeurs. On peut également inspecter le deuxième système de convolution, donc conv2. Donc là, on a bien ici 4 lignes qui correspondent au fait qu'on a, 4 filtres de base, 4 motifs de base qui sont plus petits. Et on garde tout de même un nombre de paramètres très réduit par rapport à notre système linéaire complet, qui est composé d'une matrice de 512 par 256. C'est aussi l'idée dans la convolution finalement, c'est de réduire ce nombre de paramètres, ce qui fait que la descente de gradient est plus efficace, outre le fait que il y a cette factorisation de sous-motifs vers des motifs de plus en plus évolués qui est propre au deep learning. On a également, grâce à la convolution, on peut comprendre qu'on a une réduction des paramètres qui permet d'avoir une descente de gradient plus efficace. Donc j'ai apporté des précisions concernant l'enchaînement de 2 couches de convolution. Pour donner un exemple, lorsqu'on génère plusieurs filtres, concrètement expliquer comment ça se passe sur la seconde couche de convolution. Donc je vais reprendre mon exemple de vecteur à 5 dimensions. Voilà, avec cette séquence. Je vais appliquer du padding. Donc je vais appliquer du padding qui consiste à ajouter des zéros. Donc ça, c'est bien quelque chose qui est ajouté pour appliquer la convolution et obtenir en sortie une taille identique. Donc je vais appliquer un filtre d'une taille de 3 pour reconnaître ce type de pattern. Je vais l'appeler K1. Donc bien sûr, on exécute la convolution, ce qui nous donne une sortie de taille identique à 5. Et bien sûr, on va détecter 2 patterns. Ensuite, on crée... Donc je vais prendre un exemple avec 2 filtres. On cherche à réaliser la convolution d'un pattern inverse. Donc bien sûr, ça fait l'objet d'un deuxième étage, ici d'un deuxième vecteur, toujours de dimension 5 puisqu'on garde le padding pour appliquer la convolution de K2. Et donc, on reconnaît bien ce pattern au centre du vecteur. On retrouve bien le même. Donc, une fois qu'on ajoute le biais et la fonction ReLU, imaginons qu'on allume des features de cette façon-là. Ensuite, on va appliquer la deuxième couche de convolution. Donc je vais garder la même dénomination. Là, il s'agit de conv
un ici conv2. Donc j'appelle les filtres en utilisant les mêmes noms, mais il s'agit d'une deuxième couche de convolution. Et là, de la même façon, on réutilise un padding et on va passer un filtre qui cette fois prend en compte les deux filtres précédents. Donc, si on cherche à reconnaître ce pattern, mais finalement, on cherchera à reconnaître ceci. Donc, en appliquant la convolution, finalement, on peut comprendre que on obtiendra toujours une sortie donc à 5 dimensions. Et on peut voir que voilà, on va créer une feature finalement qui est un motif, ce motif-là, qui est un assemblage de deux sous-motifs. Voilà, donc ça illustre bien cette factorisation, cet effet qui est propre au deep learning, qui fait qu'en enchaînant les couches, eh bien, on crée des features de plus haut niveau au fil des couches de convolution. Pour conclure cet épisode, je vous propose d'appliquer la convolution sur deux axes, la convolution 2D, sur notre dataset MIST pour réaliser la reconnaissance de chiffres manuscrits. Donc là, je raffiche des exemples de notre dataset MIST. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va essayer d'améliorer notre modèle justement en utilisant la convolution 2D. Donc notre modèle spécialisé pour MIST ressemble beaucoup à notre modèle de convolution dans notre exemple sur les trains d'impulsion avec une combinatoire élevée. Simplement, j'ai utilisé des convolutions 2D. Donc là, on va apprendre des filtres 2D de 5 pixels par 5 pixels. Toujours avec un stride de 1, un padding de 2. Et là, on utilise bien un max pool à 2 dimensions. On enchaîne sur un deuxième système à convolution qui passe de 16 filtres à 32 filtres. Et un système linéaire pour réaliser la classification finale vers 10 classes, les 10 classes qui représentent bien sûr nos 10 chiffres. Et on peut noter ici qu'on a toujours cette fonction-là qui permet de mettre à plat la sortie des filtres et des embeddings pour réaliser la classification finale. Voilà, donc je crée ce modèle. Je réalise 20 époques. Donc on peut noter que sur les expériences précédentes, avec sans convolution, on plafonnait à 98% de bonne classification sur les chiffres. Et là, on peut atteindre plus de 99%. Voilà, donc j'ai interrompu l'apprentissage. Voilà, donc pour terminer, je vais évaluer le modèle sur 10 échantillons. Donc là, on voit les prédictions du modèle que j'ai entraîné, que j'ai interrompu. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à poster un like pour référencer la vidéo. Dans le prochain épisode, je vais vous proposer d'étudier en détail un autre composant du deep learning qu'on appelle la récurrence ou les réseaux de neurones récurrents. En fait, il s'agit de boucler une couche cachée, le contenu d'une couche cachée sur son entrée et de traiter les informations en séquence et ainsi de maintenir une forme d'historique. Voilà, donc c'est un autre moyen d'optimiser le nombre de paramètres au sein d'un modèle et lors de la descente de gradient et de proposer des performances qui sont également intéressantes qu'on comparera
aux couches de convolution en utilisant les mêmes datasets. Voilà, je vous dis à bientôt.